Retour sur le plateau de Direct Gestion, comme tous les matins, 9h30 à 10h. Le débat, mes invités ce matin pour décrypter l'actualité économique et financière. Bernard Delatte, le président d'Altimeo Asset Management. Bonjour Bernard. Bonjour. Et Joseph Alfonsi, le directeur général de LGR Investissement Associé. Bonjour Joseph. Bonjour Fabrice. Alors messieurs, on démarre comme d'habitude en commentant l'édito. Je ne sais pas si vous étiez au courant des travaux de monsieur Angus Deaton, donc le nouveau prix Nobel d'économie qui succède à Jean Tirole l'an passé, qui a fait effectivement plusieurs ouvrages, enfin plus de 40 ans, qui s'est interrogé justement sur la santé, la richesse, les origines de l'inégalité, et une publication assez surprenante il y a quelques années. L'argent ne fait pas forcément le bonheur, en tout cas à partir de 75 000 $, dit-il. Et bien finalement le taux marginal ne suffit plus, c'est-à-dire qu'on n'est pas plus heureux quand on a plus d'argent. Un petit commentaire Bernard sur justement ces travaux ou ce prix? Oui, j'ai toujours un peu, je trouve ça très intéressant d'avoir ces travaux effectivement qui expliquent à partir de quel niveau, de quel niveau de fortune ou de revenu l'on peut être heureux. D'ailleurs, je partage un peu cet avis. Je pense que nul n'a besoin de. Mais bon, après, je pense que c'est quelque chose qui est personnel, qui appartient uniquement à la personne qui se lève le matin, qui va décider de savoir ce qu'il veut faire de sa vie. Ouais, en tout cas, il est très écouté par Bill Gates, qui le lit, qui l'a cité. Oui, alors ça, si vous me permettez, c'est de l'hypocrisie totale. Quand Bill Gates, ça je suis désolé, mais qui a une fortune de plus de 50 milliards de dollars, va donner des leçons de pauvreté aux autres, je trouve ça un petit peu. Non, il la destine. Déplacé. C'est intéressant parce qu'il la destine justement une partie de sa fortune. Maintenant, il la met au service justement des économies, enfin plus pauvres, grâce à sa fondation. Joseph Alfonsi, un commentaire sur ce prix Nobel. Est-ce que vous avez lu La Grande Évasion, santé, richesse, origine des inégalités? Non, je ne l'ai pas lu. Je ne l'ai pas lu. J'ai pas de réaction en particulier sur l'ouvrage et sur les travaux de cet économiste, mais je suis très en ce moment interrogatif sur les outils dont disposent les économistes. Je rebondis notamment sur la Fed. On voit actuellement qu'il y a depuis quelques mois un débat très important au sein de la Fed. Faut-il relever les taux? Ne faut-il pas les relever? Quand, comment, à quel rythme? Et en fait, la Fed met en avant un certain nombre d'indicateurs qu'elle suit pour justifier sa position, notamment le taux de participation qu'elle ressort régulièrement, qu'elle suit, l'augmentation du salaire, etc. Donc, au sein de la Fed, il y a des économistes éminents. Janet Yellen elle-même est économiste, enfin issue d'une famille d'économistes. Et moi, j'émets quelques doutes sur les indicateurs qui sont retenus, notamment ce fameux taux de participation. On explique le taux de participation, c'est le pourcentage des gens qui seraient en âge de travailler et qui ne sont pas sur le marché de l'emploi, peut-être parce qu'ils sont démotivés, qui ne recherchent plus. Alors justement, la Fed met ça en avant, elle dit ce taux de participation est effectivement historiquement bas, sans doute parce que des personnes ne se portent plus sur le marché du travail. Mais pourquoi suivre ce taux de participation qui, à mon sens, alors c'est une hypothèse que j'émets, est sans doute obsolète, est devenu peu pertinent pour expliquer l'économie d'aujourd'hui, qui n'a plus le même profil, qui n'a plus le même contenu que la croissance qu'elle pouvait avoir il y a 10-15 ans. Il y a l'apparition de l'économie numérique qui a introduit des biais considérables, mais vraiment considérables. Je pense notamment lorsque la Fed suit l'augmentation des taux de salaire. Oui, c'est un critère, mais c'est un critère qui est sans doute devenu de moins en moins pertinent parce qu'aujourd'hui, dans l'économie numérique, les gens se payent en titres, en stock option, en part de capital et non plus en augmentation de salaire comme ça pouvait être le cas. Pour revenir sur ce taux de participation, le profil de l'économie aujourd'hui est complètement différent avec l'avènement de l'économie numérique, la mondialisation, c'est-à-dire qu'à taux de croissance équivalent, on a besoin de facto de beaucoup moins de bras musclés, si je peux m'exprimer ainsi. Dans les usines, d'une manière générale, dans l'appareil productif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a plus le même appareil productif. Et voir la Fed continuer à mettre en avant un certain nombre d'indicateurs pour justifier une politique dont on sait, enfin en tout cas c'est ma position, qu'elle est complètement en retard. Je fais le lien avec votre édito, c'est bien qu'il y ait plein de travaux, mais on voit bien que, notamment sur les marchés financiers, la banque centrale, qui est la première banque centrale du monde,
et c'est l'hypothèse que je mets, et peut-être sans doute un peu à côté de la plaque sur un certain nombre d'indicateurs. Donc les travaux d'économistes, c'est toujours intéressant, comme disait monsieur. Il faut un prix Nobel ou plutôt un prix de la Banque de Suède. Mais finalement, on voit que les marchés mondiaux sont régis par un certain nombre d'indicateurs qui sont plus forcément, en tout cas, pertinents. Ces marchés mondiaux, ils sont de plus en plus agités, de plus en plus volatiles, et finalement, c'est vrai que la Fed a participé à ce bruit du marché. Elle a brouillé un petit peu les cartes avec cette non-décision de septembre. On attendait une remontée des taux, la première en 9 ans, ça ne s'est pas fait. Stanley Fischer dit qu'un des membres de la Fed, donc une première hausse des taux, pourrait intervenir en 2015. Les marchés semblent ne plus pricer cette hypothèse. Est-ce que pour vous, Janet Yellen a raté le coche en septembre, Bernard Delattre? Écoutez, je pense que la Banque centrale américaine a fait déjà beaucoup pour les marchés, et d'ailleurs les banques centrales de tous les pays ont beaucoup fait également pour les marchés financiers, et donc qu'il y a une cacophonie actuellement sur y a-t-il une remontée ou pas des taux, je pense qu'elle est voulue. C'est pour laisser cette incertitude planer, pour laisser les marchés digérer la possibilité d'une hausse ou pas d'une hausse, et ça va permettre au marché ensuite de la passer un peu comme un non-événement. On a déjà vu ça dans le passé plusieurs fois, et je pense que c'est effectivement volontaire. Et puis une fois que la hausse des taux sera enclenchée, on donnera un signal qui sera en fait une direction qui permettra aux investisseurs d'avoir beaucoup plus de visibilité sur leurs allocations et sur leur schéma d'allocation. Voilà. Ouais. Après, c'est une volatilité qui est très accentuée par les nouveaux moyens financiers qui sont notamment la partie ETF, les fonds à levier, etc. et qui ont donc tout ce qui est gestion passive, effectivement, parce que là, on a l'impression, même parmi les gérants qui se succèdent sur ce plateau, que ça va de plus en plus vite et que même pour vous, à un moment, c'est difficile, sauf à se transformer en day trader, c'est-à-dire d'être hyper actif tous les jours, puisqu'on a des creux quand même, des plus 3%, moins 3%, sans des événements très catalyseurs forts en fait, ça devient très compliqué de gérer, et ce sur toutes les classes d'actifs. C'est très très compliqué, puisque je crois que pour la première fois depuis la crise des dettes souveraines, on a de nouveau des séances à plus 3, moins 3, une alternance de séances comme ça, et avec des séances aussi supérieures, des variations supérieures à 2%, qui sont très très importantes. Donc effectivement, c'est compliqué pour les gérants, mais comme en dépit de ce que vous dites, c'est compliqué également pour ceux qui veulent faire du trading, parce que non seulement le marché est volatile, mais ça on l'a déjà connu, mais en plus le marché est erratique. C'est-à-dire qu'on voit au cœur d'une séance 1 ou 2 ou 3 retournements par jour sur des événements peu palpables, c'est-à-dire sur des choses, des interprétations qui peuvent être dans les deux sens. Donc c'est compliqué pour les gérants qui doivent faire le dos rond, je pense, parce que si on essaye d'agir dans la tourmente et dans la précipitation, ça peut être très dommageable pour les portefeuilles, ce qu'on appelle les portes de saloon, mais c'est compliqué pour tout le monde, y compris pour les traders. Voilà. Alors sur l'ensemble des classes d'actifs, on l'a vu même sur des niches de marché ou sur un des fonds que vous gérez, Altimeo Optimum, justement sur cette fameuse stratégie de merger, c'est-à-dire de fusion-acquisition. C'est vrai qu'on a vu des grosses fusions-acquisitions qui ont été mis en péril au cours de l'été, qui ne sont pas faites, et même des plus petites sur lesquelles malheureusement vous étiez engagé. Alors, il est vrai que le marché des fusions-acquisitions reste très actif. Ça, c'est un point qui est important parce que chaque opération qui se finalise, c'est de l'argent frais qui rentre dans le marché et qui se réinvestit sur les classes d'actifs et notamment sur les actions ou autres. Donc ça, c'est déjà un premier point qui est important. Ensuite, effectivement, la multiplication du nombre d'opérations fait que forcément, il y a un petit peu plus d'échecs sur ces statistiques. Et puis, les très grosses opérations qui ont été mises en place courant de l'été, qui sont les deals très importants comme Monsanto, Syngenta ou Potash qui rachetait K+S. On a aujourd'hui l'américain Dell qui rachète ENC pour des montants totalement astronomiques. Il n'est pas du tout sûr que la transaction aille à son terme. On a eu la Time Warner Cable l'année dernière qui était une transaction à 80 milliards de dollars qui ne s'est pas faite non plus, puis d'autres dans la chanté avec Shire Abdi. Donc, si vous voulez, on a effectivement aujourd'hui un
pipeline d'opérations de fusion-acquisition qui est assez important. Et oui, il y a quelques échecs. Mais il y a également, au sein de cet univers, une aversion au risque que l'on a trouvée sur les classes d'actifs financiers classiques, mais que l'on retrouve également au sein de cet univers. Et j'insiste vraiment sur le fait qu'on est dans une configuration 2008-2009, marché obligataire, on retrouve les mêmes symptômes de configuration sur le merger arbitrage. C'est-à-dire que vous avez des spreads qui sont écartés, c'est-à-dire que les mêmes sociétés qui tradaient avec des écarts de cours, ces fameux spreads à 4 à 8% annualisés en septembre 2014, traitent entre 10 et 20% de spread annualisé aujourd'hui à la même période un an après. Donc il y a une aversion au risque même sur ces classes d'actifs qui est extrêmement importante. Il faut savoir de liquidité également. Non, c'est pas la liquidité n'est pas le problème, c'est la version au risque. Parce que si vous voulez, il y a quelque chose qui est extrêmement important sur ces opérations, c'est que sur les valeurs mid-cap, quand un chef d'entreprise décide de racheter son concurrent, il ne le fait pas à la légère. Ça engage des frais d'avocat, des frais de conseiller financier. C'est du temps qu'il passe à ne pas développer sa société. Ça mobilise toutes les équipes. Les deux sociétés commencent à parler, à travailler ensemble. C'est quelque chose qui est très engageant pour un chef d'entreprise. Et donc, dans l'univers mid-cap, généralement, le taux d'échec est plus faible pour cette raison. Et on a également des relèvements d'offres qui sont beaucoup plus fréquents. Donc si vous voulez, on a un marché qui est très actif, avec quelques échecs qui sont dus à des raisons particulières, des circonstances assez exceptionnelles que l'on a connues, et puis derrière, des spreads qui sont relativement importants pour toutes ces raisons, et qui font qu'aujourd'hui, on est dans une configuration extrêmement intéressante sur ces secteurs. Aversion au risque, justement, dans ces conditions, que fait-on? Est-ce qu'on ne touche plus à rien, on attend que ça passe, on affale les voiles et on attend effectivement qu'on prenne un cours plus tranquille, ou il y a des solutions justement pour se couvrir? Comment vous réagissez chez LGA Investissement Associé, Joseph Alfonsi? Alors je reviens une seconde sur la notion d'aversion au risque pour illustrer un petit peu pour les gens qui nous écoutent. Fin 2014, aujourd'hui on a des marchés qui étaient revenus quasiment cet été à fin 2014. Lorsqu'on interrogeait les investisseurs, il y avait cet été, à l'issue de la correction, 30% des investisseurs interrogés qui se montraient pessimistes. Si on se remet en début d'année, c'est-à-dire fin 2014, la même enquête montrait que 15% seulement des investisseurs étaient pessimistes, alors même que fin 2014, on n'avait pas encore eu le QE de la BCE. C'est quand même 60 milliards par mois et plus si possible d'ici là. On avait un pétrole qui était au-dessus de $100 le baril. On sait que le pétrole est revenu, même si ces derniers jours il a rebondi un petit peu. On avait un dollar qui était à 1,26 alors qu'on est aujourd'hui autour de 1,13. Et on a désormais un niveau de valorisation qui revient globalement, je schématise, sur les moyennes historiques de ces 10 dernières années. Vous voulez dire qu'il y a plus d'éléments positifs? Voilà, ça veut dire que si on s'extrait un petit peu de la tempête et du stress ambiant de marché, aujourd'hui on peut quand même considérer qu'il y a un excès de pessimisme. Pourquoi? Parce que certes la Chine va ralentir, mais franchement le FMI a parlé hier de 6,8% alors que c'était 7 au départ, quand bien même ça serait 6%. Très bien, la croissance mondiale va tomber à 3,1%. Alors c'est le plus bas depuis de nombreuses années, mais c'est quand même 3%, on n'est pas en récession mondiale. Donc au regard de tous ces éléments-là, on peut quand même considérer qu'il y a sans doute un excès de pessimisme. Pour répondre à votre question, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce contexte-là? Est-ce qu'il faut essayer de gérer au quotidien? Oui, alors on fait ce qu'on peut. C'est-à-dire que globalement, c'est une réponse qui n'est peut-être pas satisfaisante, mais aujourd'hui bien malin qui peut dire quel est le scénario qui va se dessiner. Il faut faire preuve d'humilité parce que très sincèrement, aujourd'hui, on est sur une période où, notamment aux États-Unis, on voit par exemple un indice ISM qui depuis plusieurs mois revient. Et l'indice ISM manufacturier est revenu sur la frontière d'expansion, c'est-à-dire il est tombé à 50,2. Or, on sait qu'en dessous de la barre des 50, l'industrie manufacturière rentre dans une dynamique récessive. Ça veut dire que là, aujourd'hui, on est à la frontière, à la limite. Si les indicateurs avancés se maintiennent, se stabilisent, je pense que les marchés auront un potentiel de rebond important par rapport à tout ce qu'on vient de dire, à cet excès de pessimisme. Si on a des indicateurs avancés aux États-Unis qui continuent de glisser, je ne suis pas certain que les marchés arriveront à se rétablir d'ici la fin de l'année. Suite dans un instant du débat, on va parler justement de ce qu'on peut faire, même s'il y a des incertitudes sur ce marché, avec Bernard Delattre et Joseph Alfonsi. À tout de suite.